Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Genre, tant mieux. Bonjour Jessica, bonjour Sabrina, bonjour Claire, bonjour Marine, bonjour Julie. Je vais pas pouvoir tout lire. Et bonjour à toutes, là, dans ces exemples-là, et bonjour à tous. Je suis très content de vous voir aussi nombreux, aussi nombreuses cet après-midi. Hem, et voilà, et bon, très content pour cette nouvelle webconférence de l'ADI. Vous savez qu'on organise de manière régulière toutes les semaines le mardi après-midi à cette heure-là. Et puis, j'en reparlerai à la fin de manière un petit peu plus exceptionnelle, avec plus de récurrence. Ça va venir très vite. Vous avez peut-être déjà vu le programme hein, des prochaines semaines quand vous êtes inscrit. Vous avez vu qu'il y en a beaucoup sur le mois d'octobre, je vais y revenir. Heu, N'hésitez pas à me dire, j'ai l'impression que ma connexion est un petit peu instable là. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez moyennement. Je vais de toute manière pas parler très vite. On a un gros sujet qu'on va aborder cet après-midi. Très bien, merci pour vos retours. Un sujet très, très important d'anticipation et de gestion comptable et financière, vous allez voir. Mais la présentation est assez légère, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on aura le temps d'y répondre. Évidemment, comme d'habitude, le cas par cas est compliqué, vous êtes plus de 140 là, donc je ne peux pas répondre du cas par cas, mais n'hésitez pas quand même à poser vos questions et puis sinon on y répondra ensuite, plus tard. Petite question, Laetitia, combien de temps va durer la webconférence? Ça dure 1 heure environ, OK. Heu, Comme d'habitude, pas d'envoi du diapo après, l'essentiel c'est aussi ce qu'on se dit, hein. Même si le support, il y a des bons conseils dessus, donc il est important, mais vous pourrez, comme d'habitude, retrouver la webconférence en replay sur la chaîne YouTube de l'ADI. Je vous remettrai le lien tout à l'heure si vous voulez. OK? Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Je vous l'ai dit, d'abord, la gestion financière, la gestion comptable et de la trésorerie de votre entreprise. Le but, c'est, de pouvoir anticiper, c'est un mot que je vais, dire, je pense, des dizaines de fois en 1 heure, d'anticiper pour que ça fonctionne bien, que ça tourne bien, même si on sait qu'il peut y avoir des difficultés, des retours en arrière, des ajustements. C'est la vie d'une organisation, d'une entreprise, c'est normal. Mais le mieux, c'est quand même d'anticiper pour, et bien, au moins quand vous allez présenter votre projet à un financeur, si vous avez besoin de financement, d'investissement, que ce soit une banque, que ce soit une asso, comme l'a dit, que ce soit des investisseurs, de savoir présenter un petit peu vos résultats prévisionnels. Et puis pour vous, dans votre gestion, quotidienne, régulière de l'entreprise, ça vous permet aussi de, bah, justement de prévoir, pour pas dire anticiper, bah, des trous de trésorerie et puis de prévoir, des moments où ce sera un petit peu plus actif, où il va falloir, avoir, plus de ressources, donc peut-être acheter du matériel et cetera, même si c'est provisoire. Tout ça, voilà, d'anticiper. Alors, je vais l'écrire même. Pour les soucis de son, ça arrive. Je vais l'écrire juste, désolé, ça c'est pas forcément agréable pour les autres, mais hop. Voilà. Et donc il y aura bien un replay, toute cette semaine, et la semaine prochaine aussi à chaque fois sur YouTube. Voilà. Donc je vous l'ai dit, le but c'est de pouvoir anticiper la gestion comptable et de la trésorerie. Pour ça, je vais vous présenter 3 outils, qui sont 3 tableaux classiques, hein. Vous avez certainement déjà vu ça si vous avez regardé des business plans, si vous avez regardé des bilans comptables, ou des projections. Vous en avez vu forcément comme ça. Pourquoi je parle de business plan? Parce que vous voyez ce qui est écrit là, le premier objectif, c'est savoir établir vos prévisions financières, donc comment va fonctionner l'entreprise d'un point de vue chiffré, pour pouvoir créer votre business plan. Dans le business plan, il y a votre en gros, hein, en très gros, votre étude de marché et votre prévisionnel financier et comptable. OK? Donc il y a les 2. À qui je m'adresse? Quels sont mes produits? Comment je vais trouver ma clientèle? Et cetera. Ça, c'est l'étude de marché et toutes ces données-là, en fonction du chiffre en fonction du budget, de votre cible, de votre clientèle, en fonction de combien ça vous coûte de faire ce produit ou de faire votre prestation de service,
vous allez devoir, en face, trouver, eh ben, le bon prix, de vente, le bon coût de la prestation. Tout ça, donc, ce sont les prévisions financières, mais qui se construisent forcément, en aval de votre business plan. Parce que c'est en connaissant bien votre cible et le marché et l'environnement que vous allez pouvoir adapter vos prévisions financières. OK? Donc quels sont ces 3 outils? Je pense que pour beaucoup, les noms ne vont pas, ça ne va pas vous surprendre. Le compte de résultat ou le prévisionnel comptable, ça, c'est savoir si l'entreprise, l'organisation va gagner de l'argent. Donc ce que je vous disais, en fonction de vos tarifs et cetera, mis en comparaison avec les coûts que ça vous ce que ça vous demande comme coût, est-ce qu'on est bénéficiaire? En très gros. Je vais revenir en détail, bien sûr. Le deuxième outil, le plan de financement. Beaucoup plus léger, le plan de financement, c'est au démarrage de quoi j'ai besoin, bah, pour, démarrer l'activité. Est-ce que j'ai besoin d'un véhicule? Est-ce que j'ai besoin de machines? Est-ce que j'ai besoin de trésorerie? Tout ça, il faut pouvoir l'écrire et puis mettre en face, bah, comment on va pouvoir financer ça. Avec quel apport, avec quel argent on peut acheter ces investissements de départ et cetera. Désolé pour les personnes qui ont pas le son, sinon, bon, vous pouvez écrire, je vais leur écrire. Heu, je suis désolé, j'essaie d'enchaîner. Et enfin, le plan de trésorerie, ça évidemment c'est aussi, simple peut-être pour beaucoup, mais c'est bien de revenir dessus parce que, faut savoir comment on le rédige, comment on le construit. Très différent, attention, je vais le redire à la fin, différent, enfin quand on y viendra, du prévisionnel comptable. Là, on parle de trésorerie. La comptabilité et la trésorerie, ça va de pair, mais ce sont, 2 facettes d'une même, pièce, OK? C'est vraiment pas la même chose, donc c'est important de, faire les 2. La trésorerie, c'est plutôt est-ce que, moi, l'entreprise, on a de l'argent sur notre compte en banque? C'est pas la même chose que le prévisionnel comptable, parce que le comptable, c'est est-ce que j'ai de l'argent qui rentre, par mon activité? Et est-ce que, grâce à ça, je peux, couvrir toutes les charges, toutes les dépenses qui sont nécessaires pour l'activité? La trésorerie, c'est factuellement, aujourd'hui, à cette heure, combien j'ai d'argent sur mon compte? Est-ce que j'en ai assez pour pouvoir, bah, continuer l'activité après. OK? Donc c'est pas la même temporalité et c'est flou. Merci beaucoup Gaël, qui a l'habitude de venir, je pense. Alors je vais commencer pas dans cet ordre-là, c'est, je vous dirais dans cet ordre-là que vous allez le construire dans votre projet, parce que je vous l'ai dit, le prévisionnel comptable, le compte de résultat, on peut le construire en sortant de l'étude de marché. Ensuite, on va chercher à démarrer l'activité, mais pour ça, voir ce dont on a besoin, donc le plan de financement. Et puis, le plan de trésorerie, c'est, bah, sur le roulement, on tient à jour, en continu en fonction du flux de la trésorerie dans l'activité. Donc voilà, ça c'est quand on est déjà en activité, même si on l'anticipe, encore une fois, ça aussi. Donc je vais commencer par le plan de financement dans le désordre. Pourquoi? Parce que c'est quand même le plus simple à construire, vous allez voir, OK? Hem, Petite question quand même que je peux vous poser, avant d'entrer dans ces 3 outils. Où est-ce que vous en êtes, vous qui venez là, qui êtes peut-être déjà en activité, peut-être que vous êtes en projet de création, vous êtes peut-être à l'idée, mais même si vous êtes très en amont, juste à l'idée de créer une entreprise, c'est bien de se poser la question de: «Comment je dois construire, ces livrables-là, ces documents-là qui vont me permettre de gérer mon entreprise et puis d'aller chercher des financements?» En projet. Beaucoup mon projet ou mon idée. Donc vous êtes vraiment il y en a peu ou il y en a pas, d'après ce que je vois, qui ont déjà démarré. Donc c'est bien parce que ça veut dire que, j'ai pas de personnes qui sont en retard. Ah si, déjà lancé. C'est pas grave, c'est pas grave, il est jamais trop tard. J'ai dit que c'était en retard. Non, il est jamais trop tard en vrai pour prendre des conseils et puis pour, bah, voilà, si j'ai démarré vite parce que j'avais une activité et puis une opportunité, on a démarré. Par contre, c'est bien de se remettre dans des choses un petit peu plus carrées pour la gestion ensuite. OK et beaucoup à l'étape de business plan, je vois ça, hein, effectivement. Oui!
Constance, ces 3 documents sont aussi indispensables en cas de micro-entreprise. Évidemment, vous allez avoir une gestion comptable qui est beaucoup plus simple, hein, beaucoup plus allégée, notamment en termes d'obligations. Vous n'allez pas rendre de bilan, à la fin de chaque année et cetera. C'est beaucoup plus simple. Mais rien que le plan de trésorerie, ça va vous permettre de voir vous, encore une fois, quel argent vous avez à disposition. Le plan de financement, il est aussi obligatoire si vous avez des achats, des investissements à faire. Voilà, donc même en micro, c'est pas il y a rien qui est obligatoire. Vous pouvez très bien vous débrouiller toute seule sans rien, mais vous pouvoir le faire. Mais, ça, ce ne sont pas les documents à, déposer comme les bilans comptables, aux finances publiques et cetera, OK? Ce n'est pas un document envoyé à l'URSSAF non plus, mais ce sont des documents nécessaires pour anticiper puis ensuite pour la gestion. Voilà. Je démarre donc, je vous dis, par le plan de financement. Eh ben, on est là pour ça, à savoir justement, on va voir, comment on peut, faire ce prévisionnel. D'abord le plan de financement. Pas de problème si vous n'avez pas besoin d'emprunt, Frédéric, là, il est noté parce que c'est des exemples très concrets, que je vais vous montrer. Mais, si vous avez de l'apport, quel que soit le type d'apport, de l'épargne et cetera, hem, bah, c'est très bien aussi. Attention de ne pas tout mettre de votre, épargne quand même dans le projet, en tout cas dans les investissements de départ, puisque, c'est bien aussi de garder un petit peu pour, la trésorerie au fur et à mesure et puis aussi d'avoir peut-être une base de revenus personnels. Pour pouvoir vivre tout simplement, vous personnellement, sans parler de l'entreprise. Mettez pas tout votre argent dans l'entreprise dès le début, on sait jamais, vous pourrez peut-être pas vous rémunérer tout de suite. Je veux pas être pessimiste, mais c'est un conseil, voilà. Hem, OK, bah, vous dites aucun apport, mais si, c'est votre argent personnel, donc c'est ça votre apport, hein, Frédéric. Votre apport, c'est votre argent personnel. OK? Mais vous quel est le taux de prêt en ce moment à la banque? Je ne suis pas banquier, donc je saurais pas vous dire, puis surtout ça dépend des banques, donc je saurais vraiment pas vous dire. Puis ça dépend des projets aussi malheureusement et puis de quels produits complémentaires on peut avoir, c'est-à-dire des prêts d'honneur et cetera. OK? Donc là on va pas parler en coût de crédit ou en crédit, on va parler directement de ce dont vous avez besoin pour démarrer. C'est ça le plan de financement. Donc vous le voyez très simplement, on a commencé à droite par parler des apports et cetera, mais plutôt commencer à gauche. De quoi j'ai besoin pour démarrer l'activité? Et ben, peut-être d'un véhicule, de matériel, frais de démarrage, bah, il y a des frais en fonction de sous quelle forme juridique ou statut juridique vous démarrez. Il peut y avoir des frais, de greffe, de chambre consulaire, de frais d'immatriculation. Des l'assurance à prévoir bien sûr et puis le stock si vous êtes, en vente. Bah, super, merci Chloé. Alors c'est pas tous des emprunts, c'est marqué vous mettez en, alternative d'emprunt, je veux dire, effectivement, financement participatif, les incubateurs, on va plutôt aller chercher, des subventions ou de l'apport personnel. Business Angel, c'est de l'emprunt de particulier à particulier et après effectivement, il y a plein de choses auxquelles on pense pas, les prêts d'honneur, les microcrédits, d'autres subventions, les concours. Effectivement, il y a même les concours, hein, bon, c'est des choses, on n'y pense pas forcément toujours, mais c'est bien d'aller chercher. On en reparlera si besoin dans d'autres, conférences dès la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, des différents types de financement d'ailleurs, OK? Et effectivement, il y a des choses, il faut aller creuser, aussi sur des aides locales et cetera. Attention, je fais une petite parenthèse là sur tout ce qui est, levée de fonds, concours, subventions ou primes. Allez les chercher. Il faut vraiment, je pense, selon votre secteur d'activité, aller chercher ce qui existe. En revanche, pour moi, ce sont des bonus. C'est un avis personnel, hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas baser ce plan de financement-là sur seulement des subventions ou des concours et cetera. Il faut pouvoir être sûr que votre plan de financement, il sera à l'équilibre. Sauf qu'une subvention, une prime, même si ce sont des aides publiques, vous ne pouvez pas forcément être sûr d'être éligible ou d'y avoir accès. Il y a des enveloppes données, il y a des choses, ça existe comme ça. Donc faites-le, hein, je vous dis pas de pas le faire, mais voyez-le comme des bonus. Au pire, ça ira dans la trésorerie ou dans d'autres investissements futurs.
Par exemple, ce dispositif régional, ici je montre ma boîte, ce qui s'appelait avant le NACRE, maintenant c'est des postes NACRE, donc chaque région, ça a un nom différent. Ça, ce sont plutôt des prêts d'honneur, des prêts à taux zéro, si je ne me trompe pas, Karen. Donc là, vous pouvez, bon, si vous y avez accès, beaucoup plus le mettre dans la colonne ressources. En général, en revanche, les subventions, les primes, je vous le redis, bon, il faut pouvoir être éligible. Allez les chercher, mais ce n'est pas ça qui permet de mettre à l'équilibre un plan de financement. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc, vous voyez, le plan de financement, très simple, de quoi j'ai besoin, et en face, comment je vais combler ce besoin-là. Et on arrive à zéro. Normalement, on est à l'équilibre, ni plus ni moins. Ça, c'est vraiment la base de ce qu'on présente à un financeur, n'importe quel financeur. Heu, Elle a dit, on ne demande pas forcément un tableau, écrit, rédigé. À la banque, oui. Pourquoi? Parce que nous, on le fait avec le créateur ou l'entrepreneur. Nous, on l'entre, hein, pour notre, processus de décision. On entre, de quoi j'ai besoin et cetera et en face, est-ce qu'il y a de l'apport? Est-ce qu'il y a des subventions? Est-ce qu'il y a d'autres aides? Et ce qui reste, en prêt, d'honneur ou en microcrédit ou en prime, que nous on peut distribuer. Voilà. Donc c'est simple à faire. Ouais, je pense que c'est vraiment le plus simple. Hem, un Ouais, c'est merci de vous échanger de conseils, c'est chouette. Ce qui a marqué en bas, la trésorerie de sécurité, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? Alors dans le chat, je sais que pas toujours très interactif, il y a que moi qui parle, mais dans le chat, trésorerie de sécurité, besoin de fonds de roulement. Pourquoi on l'a mis comme ça, à votre avis? Pour les imprévus, oui. On aurait pu mettre juste trésorerie, hein, mais de sécurité, c'est pas mal parce qu'il y a un peu l'effet coussin. Le besoin de fonds de roulement, ouais, c'est ça FIEB, le BFR. Heu C'est Alors pour les taxes, non, en fait, enfin oui et non, on va les mettre ailleurs dans tout le plan de charge, hein, l'assurance à payer, tous les mois, même si là, il y a l'assurance au démarrage, toutes les charges en fait qui sont régulières, les cotisations et cetera, bon, bah, les taxes tombent dedans aussi. Donc la trésorerie de sécurité, ça permet de payer toutes ces charges-là qui sont régulières ou variables et qu'on va anticiper pour les premiers mois. Alors normalement, c'est pas censé être pour les périodes de creux, hein, je vois ça dans le chat. Maintenant, on sait que ça peut arriver, surtout au démarrage, qu'on a, si vous avez déjà vu des tableaux comme ça, enfin des graphiques avec des prévisions de trésorerie, ça c'est plutôt le plan de trésorerie qu'on va voir tout à l'heure, mais on a souvent, au démarrage, bim, parce qu'on a déjà un investissement, un emprunt ou des subventions et puis après ça baisse d'un coup parce que, bah, on va pas, tout de suite vendre ou faire tous les services qu'on aurait voulu dès le dém enfin qu'on voudrait pour la fin, à 12 mois, par exemple, dès le démarrage, c'est normal, le temps de se faire connaître, il y a beaucoup de temps de commercial, de réseautage, tout ça, donc souvent ça fait ça et puis ça baisse d'un coup. Bon bah, ça sert à ça, la trésorerie, donc c'est ce creux-là. Oui, je le redis et là, ce sera disponible en replay. Je vous enverrai le lien tout à l'heure de la chaîne YouTube. Donc cette trésorerie de sécurité, nous, en général, on part sur effectivement ces 2-3 mois-là. Il y a des activités où c'est un peu plus exigeant, où on va plus aller chercher 5-6 mois de trésorerie parce qu'on sait que les premières ventes, pardon, la première pas forcément revenu pour vous, mais bénéfice pour l'entreprise qui est bénéfices ou en tout cas juste permettront de combler, ces charges-là, donc d'atteindre le seuil de rentabilité, de pouvoir payer toutes ces charges mensuelles, par exemple. Bah, ce sera pas tout de suite. Mais c'est vrai que dans la grosse majorité, on part sur 3 mois. OK? À quoi ça ressemble, en détail, le plan de financement? Ça, c'est un plan de financement, ADI, hein, un vrai. Alors c'est un peu coupé sur la droite, je sais pas si vous voyez tout, mais c'est pas grave. On a, vous voyez que c'est un vrai parce que c'est très détaillé, on a 6 000 pardon, 776, oui, bon, vous voyez à peu près ce que ça représente, en besoin de financement. Parce qu'on avait, vous voyez, je prends un local, donc il faut que je paye, 1 mois de loyer d'avance, il y a, les honoraires, pour, le local, le dépôt de garantie du local, tout ça. Il y a du matériel informatique, il y a du matériel pour l'activité. Heu, Là, on est, sur visiblement la prestation de service, mais avec quand même un petit stock. Donc ça peut être un salon de coiffure, par exemple, qui vont en plus,
quelques échantillons. Donc il nous faut aussi du stock. On a les frais de pub, on a la fameuse trésorerie de sécurité et puis on a, de la communication et de l'assurance. Tout ça à combler dès le début. Heu bon, on s'en sort bien, ça ne représente que 6 776 € au final, hein. Mais vous voyez, tout ça, c'était à combler au début. Cette personne-là avait un petit peu d'épargne visiblement de 2 000 €. Et ben, c'est-à-dire qu'il manque, 4 776 €. Donc là, il va falloir aller chercher ces financements-là ailleurs. Voilà. Et donc c'est ça qu'on met en face dans la colonne de droite. OK? Je vous remettrai le lien, on a un outil, peut-être que vous connaissez déjà, mais je peux vous le mettre là, je l'ai déjà, qui s'appelle «Je construis mon projet en ligne», gratuit, où vous pouvez, réfléchir sur votre projet, parce que ça part vraiment du démarrage, au niveau de l'idée, il y a une petite structuration aussi sur l'étude de marché, la clientèle, les fournisseurs et cetera. Le chiffrage du prix, par exemple, de produits, ou de la prestation et puis il y a toute une partie à la fin, vous pouvez faire que ça si vous voulez, qui est justement sur la partie, chiffrage, prévisionnel, et plan de financement. Donc vous pouvez aller voir, ça va vous sortir des tableaux tout faits, voilà, pas besoin d'aller voir un comptable. Très bonne question, Aymeric. Pour le matériel déjà possédé en personne et qui sera utilisé en entreprise, il faut le faire apparaître tout de même dans ce tableau. Oui, bah, là, par exemple, dans cet outil-là, ça vous est demandé, est-ce que vous avez déjà de l'apport, financier? Est-ce que vous avez déjà, investi en communication, matériel et cetera? Est-ce que vous avez déjà des choses à apporter? Et donc ça, on sera dans l'apport. Dans la colonne de droite, on sera dans un apport. Comme tout à l'heure, on avait, quelqu'un qui nous disait qu'il avait, de l'argent personnel, bah, c'était de l'apport en argent. Là, ce sera de l'apport en nature. OK. Du coup, c'est très bien de le mettre parce que justement, c'est à valoriser. Si vous allez chercher un emprunt ou une levée de fonds ou un concours ou quoi que ce soit, de dire que, bah, peut-être j'avais pas d'apport financier parce que j'avais pas épargné avant, mais que j'avais quand même du matériel ou quelque chose, c'est de l'apport. Donc c'est à valoriser. Voilà. Je passe, pardon, pardon, Gaël, le stock qu'on possède déjà bah, voilà, doit-il aussi être inclus dans le plan de financement? Bah, vous pouvez aussi le mettre en apport. Le stock, pour le coup, c'est plus de l'immatériel, donc comme la communication, bon, bah, c'est de l'immatériel, donc c'est pas quelque chose sur lequel on peut amortir, par exemple, à la différence d'une machine, d'un ordinateur, d'un véhicule. Mais vous pouvez aussi le mettre en apport pour le valoriser. OK? Non, vous êtes pas limité, vous serez limité si vous êtes en société et que l'apport matériel ou financier en fonction de l'accord d'associé, et puis de la part que vous représentez dans l'entreprise, là, vous pouvez être limité. Mais bon, là, pour le coup, il va falloir beaucoup plus travailler, ces tableaux-là avec un comptable parce que ça veut dire que, oui, oui, vous êtes sur une structure d'entreprise, sur une forme juridique qui est beaucoup plus exigeante qu'une micro ou qu'une entreprise individuelle, ou, qu'une, société, mais vous êtes, unipersonnel, donc il y a que vous. Donc là, il va falloir vraiment baliser beaucoup plus ces questions-là. OK? Même, réponse, hein, Philippe, ça dépend de la structure de votre entreprise, si vous êtes tout seul, non. L'apport perso est-il récupérable sur le chiffre d'affaires ultérieurement? Non, voilà. En fait, l'apport, si vous avez un apport financier, Herman, que vous mettez, dans l'entreprise, il sera investi. Donc il n'est pas, récupérable sur le chiffre d'affaires, pardon. À moins de préciser peut-être votre question, j'ai peut-être pas bien répondu, mais il sera investi dans l'achat de matériel, dans les charges et cetera. Donc ah oui et c'est de l'investissement au départ. Donc pareil, en fonction de votre forme d'entreprise, en société, si vous êtes associé, on pourra le comptabiliser comme un apport, qui sera nanti, je trouve pas le bon mot, pardon, mais qui sera nanti, donc vous pourrez le récupérer. Bon, en entreprise individuelle, en micro-entreprise, il sera investi et donc là, c'est pas considéré comme vous, une personne qui fait «un don» entre guillemets à l'entreprise et que vous pourrez récupérer. Un don, un prêt, quoi. Ma réponse est peut-être pas très claire, mais vous pouvez préciser si vous voulez,
Il ne peut pas être mis en compte courant en compte courant. Si, un apport peut être mis en compte courant, tout à fait. Là, il faut que ce soit inscrit dans les statuts, pareil, hein, si vous êtes, associé ou pas, en f donc ça dépendra, là, le sera plafonné en fonction de votre part et dès le statut, dès à la création, il faudra le faire, indiquer que vous avez fait un apport, mais c'est pas un apport en nature, ce sera un financier, ce sera un apport en compte courant. C'est pas le même type d'apport. OK? C'est pas la même ligne comptable, tout simplement. Voilà, vous pouvez faire un apport en capital et un apport en compte associé. Ça concerne vraiment les sociétés, pluripersonnelles pour le coup, si vous êtes limité et les sociétés unipersonnelles si vous êtes tout seul. En entreprise individuelle, vous êtes pas concerné par ça. Irma, le remboursement d'un prêt est déductible des charges, ça dépend ce que vous entendez par charge. Moi, j'entends par charge toutes les dépenses régulières. Vous entendez peut-être les cotisations, les charges sociales et cetera. Non, le remboursement d'un prêt, c'est une charge, enfin, c'est une dépense, qu'on met, au plan de charge, en fait. Voilà. Donc vous allez pas, faire rembourser des cotisations ou des impôts. OK? Ça dépend quel prêt, encore une fois, il y a des prêts solidaires, il y a des prêts d'honneur, il y a des crédits, il y a les microcrédits. Donc ça dépend quel prêt. Voilà. Là, pour le coup, vous pouvez préciser, hein, si vous voulez. J'enchaîne pendant ce temps-là? Mais je vais s'écrire. Ah, du déductible du CA, OK. Déductible du chiffre d'affaires. Ah bah oui, il sera déductible du chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires, c'est tout ce que gagne l'entreprise. Ensuite, on paye les charges et donc ensuite, je vais revenir là-dessus, c'est le bénéfice, en gros. Donc oui, oui, c'est déductible du CA, hein, c'est déductible du chiffre d'affaires parce qu'il fait partie des charges, des dépenses. Oui, oui. Ah, écoutez, je me permets de répondre aux questions, hein, je vais enchaîner après, mais elles sont intéressantes vos questions. Est-on obligé d'ouvrir un compte bancaire professionnel ou d'utiliser notre compte perso? Là aussi, ça dépend de votre statut, votre forme d'entreprise. En société, oui, vous avez l'obligation d'ouvrir un compte bancaire professionnel, qui est un compte bancaire de société. En micro-entreprise, vous n'êtes pas obligé, c'est important de le savoir. Vous pouvez garder votre compte personnel, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille d'ouvrir un autre compte aussi qui sera dédié à l'activité, parce que comme ça vous permet de séparer les 2, d'avoir une gestion différenciée. En revanche, vous pouvez très bien ouvrir un compte particulier pour votre, micro-entreprise. La différence, c'est qu'un compte professionnel, c'est vraiment fait pour la société. Il y a plus de gestion par la banque, donc plus de frais aussi. En micro, vous avez le droit d'ouvrir un compte particulier dédié où ça va vous coûter moins cher. Donc faites-le. Un prêt par la famille peut être remboursé sous quelle façon? Eh ben, ça dépend si c'est vous qui décidez des conditions. Quand vous faites un emprunt à la banque, par exemple, vous avez un contrat de prêt qui définit les conditions de remboursement. Pour, de personne à personne, que ce soit famille ou pas, ben, soit vous contractualisez, soit vous avez, un accord et c'est les conditions, elles seront données dans cet accord-là. OK? Il y a pas d'encadrement, il y a un encadrement en termes de plafond, il faudra que je vous redonne là, mais encore une fois, c'est quelque chose dont on va parler la semaine prochaine sur la thématique du financement. Hem, mais il y a pas de règles, spécifiques, voilà, c'est à vous de le rédiger. Attention. Oui, du coup, mais ça, vous pouvez ouvrir un compte style Conto, nickel, en micro-entreprise. C'est obligatoire d'avoir un compte dédié, Wendy, pas professionnel. Voilà, OK? Donc ce n'est pas obligatoire en micro-entreprise, je leur dis d'ouvrir un compte bancaire dédié, sauf au-delà de 10 000 € de chiffre d'affaires, effectivement. À ce moment-là, on va vous demander d'ouvrir un compte dédié. Mais ça peut être un compte particulier, pas professionnel. Voilà. Oui, vous pouvez passer du coup REDA par un avocat, un comptable, un notaire. Ouais. Oui, si vous oui. Si vous en fait, vous avez le droit de le rédiger vous-même aussi, mais il faut avoir les notions. Donc, je reviens au compte de résultat qui lui se pose la question de: «Vais-je gagner de l'argent?» Tout à l'heure pour le plan de financement, la question c'était: «De quoi j'ai besoin pour démarrer?»
Là, la question c'est: «Vais-je gagner de l'argent avec mon entreprise?» On peut se dire que oui, par défaut, mais il faut vraiment se poser cette question-là. C'est pas parce que vous croyez en votre activité que, vous savez quand vous allez gagner de l'argent. OK, on part du principe que vous allez gagner de l'argent grâce à cette entreprise et que l'entreprise en elle-même va gagner de l'argent. Mais quand? Parce que vous voyez la phrase en rouge en bas, une entreprise ne peut vivre que si elle gagne de l'argent. C'est le cas pour toutes les organisations, évidemment. Une organisation, son but, c'est de survivre. Et ben, une entreprise, son but, c'est de survivre aussi. Et pour ça, eh ben, il faut pouvoir être rentable. OK? Comment on sait si on est rentable? 2 choses, on va forcément d'un côté identifier les dépenses et de l'autre, les rentrées d'argent. Comme tout à l'heure, on a identifié les dépenses au démarrage et comment je comble en face avec des investissements, de l'apport et cetera. Là, on va regarder les dépenses et les recettes. Donc dans les dépenses, vous le savez, 2 types différents de charges, de dépenses, les dépenses fixes qui sont régulières, le loyer, l'assurance, le téléphone, le remboursement de microcrédit, super pour l'exemple, qui qui intervient tous les mois qui interviennent pardon, tous les mois. On a des dépenses, trimestrielles, pour, l'URSSAF quand on est en micro-entreprise. On a des dépenses annuelles pour les impôts, par exemple, mais ça c'est fixe, on sait les anticiper. Et puis il y a des dépenses variables. Et là, c'est plus difficile de les anticiper parce que, bah, par définition, elles sont variables. Les cotisations sociales, par exemple, elles dépendent de votre chiffre d'affaires, donc elles vont être fluctuantes. Heu, le renouvellement de votre stock, ça va aussi dépendre de comment vous vendez, à quel moment il faut que je le renouvelle. Ça peut être aussi en fonction de la saison, donc ça, c'est variable. Il y a des dépenses qui vont être, très fréquentes, comme par exemple si vous avez des déplacements, l'essence, mais qui ont des coûts aussi variables. Donc tout ça, ça rentre dans les dépenses variables, mais on sait quand même plus ou moins, on peut les, identifier, on peut les calculer, même en avance. OK? Et donc pour cela, on va penser à l'envers. Souvent, un créateur d'entreprise, je répondrai aux questions après, se dit: «Bah, moi je fais, j'ai tel produit ou j'ai tel service et je vais, le faire payer tant. Ce sera mon prix. Avec tant de prestations de services ou tant de produits vendus par mois, à tel prix, et ben, je peux, combler, toutes ces dépenses-là». OK? Mon conseil et vraiment, c'est très important, je pense, c'est de prendre ça à l'envers. Ça peut être contre-intuitif parce que vous partez de votre produit ou de votre idée. OK. Pensez-le à l'envers. Dans votre étude de marché, vous avez regardé combien votre produit vous coûtait à vous, en fabrication, en import, en logistique, en communication et cetera. Pareil pour les services, d'accord? Eh bien, c'est ce coût-là qu'on va regarder et pas votre tarif de vente. Mais le coût, combien ça vous coûte à vous? Toutes ces dépenses-là, on va reprendre le plan de charge, hein, donc je reprends, hein, les assurances, le loyer, l'essence et cetera, les dépenses fixes, les dépenses variables et puis on va calculer le seuil de rentabilité. Donc comment j'arrive à zéro? Comment au moins je paye ces dépenses-là? Et le plus, ce sera du bonus. C'est du bénéfice, d'accord? Donc le seuil de rentabilité, c'est quand je paye toutes mes dépenses, je suis à zéro. Et en plus, je gagne de l'argent. Et bah, c'est ça le compte de résultat. On affiche tout le plan de charge, toutes les dépenses, on affiche donc là, on est à zéro, c'est le seuil de rentabilité et ensuite on affiche, bah, combien je pense vendre, combien je pense faire de services, de prestations. Et à ce moment-là, on voit si on a du bénéfice ou pas. D'accord? Donc je vous le redis, comment on peut calculer les dépenses qui sont variables? Eh bien, ça dépend de votre étude de marché. Ceux qui sont en train de travailler sur l'étude de marché, là, vous devez déjà vous questionner sur comment je chiffre mon projet et donc comment, je sais que je vais avoir tant de déplacements à faire, que, j'ai, tel,
J'ai du mal, pardon, à avoir, des exemples de dépenses variables, mais je vous l'ai dit, telle vente par mois ou telle prestation, donc je vais avoir telle cotisation, OK? Et donc il faut que je sache combien je dois vendre pour pouvoir combler toutes ces dépenses-là. Est-ce que c'est clair? Je sais que c'est pas forcément clair parce que on raisonne à l'envers, mais OK, je vais peut-être reprendre. Je vous lis. Estelle, les cotisations sociales, elles vont changer, enfin toutes les charges sociales et cotisations, elles vont changer, si vous êtes au micro tous les mois ou tous les 3 mois à l'Urssaf, donc elles sont pas fixes. Dans tous les cas, elles sont pas fixes. Oui, alors, Gaël, on peut faciliter l'instauration du plan de financement en créant un BMC. Du coup, pour ceux qui se demandent, c'est Business Model Canva. Et ben, c'est ce que je vous mettais, tout au début, c'est que le compte de résultat, ce que je suis en train de vous présenter, en fait, c'est le prévisionnel, hein, financier. On c'est là, on on arrive à le faire dans le business plan. Donc ça veut dire en comparaison et suite à l'étude de marché. C'est pour ça que je vous dis, toutes ces données-là, elles sont issues de votre étude de marché. C'est une logique, OK? Donc en fonction de votre marché, en fonction du prix de vente, en fonction du volume de vente, et je vous redis, c'est la même chose pour les services, hein, eh bien, vous allez, définir quelles sont vos dépenses pour pouvoir aller vendre. Si je vais sur les marchés, il faut que je vois la les dépenses, en termes d'énergie, donc en termes d'essence, les places sur les marchés qui peuvent être variables, tout ça. Mais tout ça, vous l'avez défini dans votre étude de marché. Alors, Chloé nous dit: «Le plus dur est pour certaines activités de savoir toutes ces données pour malgré l'étude de marché». Pour ça, on fait des estimations, hein. Ça s'appelle un prévisionnel. Donc, heu, vous mettez pas de pression si c'est réel ou pas. Le but, c'est vraiment de faire une estimation. C'est pour ça que dans beaucoup de projets, que ce soit des projets d'entreprise ou des projets, quand on travaille en gestion de projet comme moi, on fait beaucoup ça, peut-être certaines d'entre vous l'ont fait, c'est qu'on fait plusieurs échelles de prévision. On fait une prévision négative, enfin pessimiste, on fait une prévision moyenne, on fait une prévision forte. Ma prévision, faible, bon, bah, c'est je démarre donc pour l'instant je suis pas très connu, je vais pas vendre beaucoup ce mois-ci. Bon, peut-être que du coup je serai pas à l'équilibre, mais le mois suivant, je vais monter petit à petit et jusqu'à une prévision forte qui est volontairement excessive, c'est-à-dire je mets un nombre de ventes ou de prestations qui est pas réalisable tout de suite, mais c'est ma prévision forte. Parce qu'en face de cette prévision forte aussi là, il y a aussi plus de dépenses variables. Parce que plus vous allez avoir d'activité, plus ça va vous coûter aussi forcément à vous. Donc le but, c'est d'avoir cette prévision négative, pessimiste, cette prévision, volontairement trop optimiste, je dis vraiment trop optimiste, et d'avoir une moyenne qui est beaucoup plus réaliste et c'est là-dessus que, un financeur comme nous, on va regarder ce qui est, faisable ou pas. Encore une fois, ce sont des prévisions, c'est un prévisionnel. OK? Donc bien sûr, c'est pas toujours, la réalité et ça s'ajuste. Oui, Rida, vous pouvez m'écrire à la fin, vous aurez mon mail, normalement après la webconférence dans le mail de remerciement, de confirmation. Écrivez-moi, je pourrais peut-être vous envoyer des outils pour ça et puis, bon, Excel, c'est bien, mais je vous remettrai le lien tout à l'heure de l'outil «Je construis mon projet» parce que, bon, après c'est pas un tableau croisé dynamique, donc vous pouvez pas le faire, vous-même, enfin, c'est en fonction des données que vous mettez, mais heu, mais bon, laissez-vous guider, vous verrez. Je vous enverrai tout ça après, vous pouvez m'écrire, oui. Comment définir les marges de vente pour un site e-commerce? À savoir, eh ben, je vais vous répondre de manière cash et pas très gentille, mais c'est fait exprès. Votre question ne veut rien dire. En fait, on ne définit pas une marge de vente pour un site e-commerce. On définit une marge de vente en fonction du produit que vous vendez et puis en fonction de votre cible, de son pouvoir d'achat et cetera. Là, il faut vraiment travailler, non pas sur le chiffrage là, la marge, mais travailler sur votre étude de marché. À qui je m'adresse? Combien je vends? Et en quel volume je vends? À quelle, échelle? À quel chalandise? C'est-à-dire
dans quelle zone, à quelle régularité je vends et cetera. Donc c'est pas votre, site e-commerce ou le fait que ce soit une boutique physique qui change les choses, c'est votre produit et votre clientèle. Voilà. Mais je ne connais pas vos articles, donc c'est pour ça que je dis ça, mais voilà. Et oui, voilà, constance, le prix de vente doit couvrir toutes les charges au minimum. C'est là où on atteint le seuil de rentabilité et en plus, donc c'est du bénéfice. OK. Ah, les sels, comment peut-on faire une bonne étude de marché? Il nous faudrait 2 heures de plus, vraiment. Hem, il y a alors je vais juste vous mettre le lien maintenant, comme ça vous l'aurez sur la chaîne YouTube. Parce qu'on a déjà fait des webconférences sur ce sujet de l'étude de marché, qui sont assez complètes. Vous pouvez aller voir, sur la playlist webconférence si vous allez la trouver, parce qu'il y en a une il y a pas si longtemps. OK, je continue quand même. Donc je vous en avais parlé quand même, comment chiffrer son prix de vente, on n'est pas, totalement à comment calculer sa marge, mais comment calculer son prix de vente, peut-être que ça va aider, certains, certaines pour, la question justement de l'étude de marché aussi. En fait, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut raisonner à l'envers. Vous allez pas, choisir le prix de vos produits qu'en fonction, de ce que vous estimez être la valeur de votre produit ou combien vous voulez gagner. Surtout pas en fonction de combien vous voulez gagner d'argent. Alors, ça peut être un objectif, OK? Ça va dépendre des éléments, encore une fois, l'étude de marché, donc de ma clientèle, de son pouvoir d'achat, du marché, de la concurrence, et cetera. Et puis ça va dépendre aussi, et ça c'est très important, bah, je vous le redis, des dépenses à couvrir. Le coût, et ça c'est ce qu'on vient de lire dans le chat, le coût du produit doit combler les dépenses. OK? Et oui, on vous le met en bas, les tarifs, ne doivent pas reposer sur le fait que vous allez percevoir des aides, pour la création, pour les cotisations et cetera. En fonction de votre statut juridique, ça ne dépend pas de tout ça. Ça ne dépend pas des subventions non plus, ça ce sont des bonus. Et puis c'est plus des questions personnelles. Est-ce que j'ai, Pôle emploi à côté? Est-ce que j'ai des aides? Tout ça, c'est plus vous, pour l'entrepreneur, mais ce n'est pas pour l'entreprise. Hein, attention, c'est voilà, peut-être une digression, mais c'est important de ne pas se dire: «J'ai un tarif au démarrage parce que j'ai des aides et que, je vais me débrouiller. Je fais un tarif pas cher parce que comme ça je me fais connaître et après j'augmenterai». C'est rarement la bonne solution de faire comme ça. Faites le prix qui convient à votre produit, qui est dans sa valeur et faites le prix qui va vous permettre de gagner assez d'argent pour combler toutes vos charges. Encore une fois, c'est le prix qui de votre produit ou votre prestation de service qui va permettre à votre entreprise de survivre. OK? Non, je vous ai f alors, l'étape 1, c'était, lister les dépenses fixes et variables. L'étape 2, bah, comment on peut quand même calculer, alors que c'est plus ou moins variable, bah, en fonction de ce que vous avez vu dans l'étude de marché, donc l'environnement, la concurrence, l'environnement, le marché, hein, donc la concurrence, vos produits, et la clientèle, avec différentes hypothèses que je vous disais, différentes échelles, OK? Et puis d'estimer, du coup, votre volume de vente et combien vous vendez et donc là, combien on vend. OK? J'essaie de me retrouver entre vos questions et ma ligne, je suis désolé. Qu'est-ce qu'une entreprise rentable? C'est la même chose que je répète depuis tout à l'heure, donc j'espère que vous avez compris. C'est une entreprise qui parce que une entreprise rentable, tout à l'heure, je vous ai parlé du seuil de rentabilité, justement, c'est quand on arrive à couvrir toutes les dépenses, on est à zéro. Une entreprise rentable, c'est pas une entreprise qui fait du bénéfice. C'est une entreprise qui arrive à être juste à zéro. D'accord? C'est pas la même chose qu'une entreprise qui fait du bénéfice. À partir du moment où vous faites du bénéfice, donc où vous avez payé toutes vos dépenses, toutes vos charges fixes et variables et que vous avez encore plus de chiffre d'affaires, alors là, vous commencez à gagner de l'argent. Voilà. Quand on ne s'est pas encore lancé, combien de temps recommandez-vous avant de pouvoir estimer son prix de vente? Je suis pas sûr de bien comprendre, Jessica, mais pour moi, le bon prix de vente, doit être là dès la création. Vous allez pas, comme je disais tout à l'heure, le changer au fur et à mesure.
sauf si vous changez de cible, hein, de clientèle, mais c'est peut-être parce qu'il y aura eu une erreur. Quand vous vous êtes pas encore lancé, c'est au moment où c'est entre l'étude de marché et ce chiffrage-là, donc au moment où vous allez construire ces outils-là de gestion, de chiffrage, que vous allez, voir, calculer le coût de, enfin votre prix de vente. On est vraiment à cette étape-là. Vous avez fini votre étude de marché, vous connaissez bien votre clientèle, combien elle est prête à payer, OK, pour cette prestation ou pour ce produit, et je commence à calculer quelles sont toutes mes dépenses. C'est là que vous allez aussi calculer le coût de votre produit. Voilà. Ah bah, je viens au pardon, maintenant, je voulais parler de notre prévisionnel. Bah, après l'étude de marché, avant le démarrage de l'activité, souvent, on le présente comme ça. Alors, c'est beaucoup plus cyclique, on sait que c'est moins linéaire que qu'on voudrait vous le présenter, mais souvent, c'est comme ça. Vous allez faire votre étude de marché, vous connaissez votre, concurrence, et cetera, la clientèle et ensuite vous allez travailler sur le chiffrage, donc le prévisionnel, ce que je vous présente là, heu, puis, les besoins au démarrage, puis, le plan de trésorerie qu'on va voir ensuite. OK? Donc vraiment après l'étude de marché parce que je vous le répète, hein, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est grâce aux éléments, aux données de votre étude de marché que vous pouvez construire votre prévisionnel, le compte de résultat. Voilà. Je vous dis, c'est jamais tout le temps aussi linéaire que ça, mais c'est à cette étape-là en tout cas. Pour la concurrence, on en reviendra dans l'étude de marché, Estelle, mais on compte que les entreprises qui font comme nous ou on compte les entreprises dans le même secteur mais qui proposent pas les mêmes services? Ouais, les 2. Parce que souvent dans le même, secteur, dans le même marché ou dans le même environnement même, plus largement, il y a des entreprises qui n'ont pas la même proposition de valeur que nous, c'est-à-dire qu'on pourrait se différencier d'eux, mais qui ont plus ou moins la même activité ou qui peuvent être des relais, c'est-à-dire qui sont des intermédiaires vers des entreprises qui font la même activité que nous. Donc vous allez vraiment prendre tout ce qui tourne autour de vous et qui fait plus ou moins la même activité ou qui pourrait vous, prendre des clients, en tout cas pour les renvoyer vers d'autres. OK? Donc vraiment prenez tout ça en compte. Voilà, donc pour finir sur le compte de résultat, sur le prévisionnel, c'est la même chose, je vous redis, donc le coût de revient, c'est tout ce que vous coûte de fabriquer, de faire votre produit et de le vendre ou votre service. Donc les charges, les dépenses variables, plus les dépenses, fixes. D'accord? Ça, c'est le coût de revient. Et c'est à partir de ce coût de revient qu'on calcule le prix de vente. Je viens de vous le présenter. Oui, Gilles, il existe des statistiques sur les coûts de prestation par activité, c'est de la veille, hein, et ça, c'est à l'INSEE, pour moi, BPI, qui est la Banque publique d'investissement, donc qui est un organisme de l'État, pour l'aide à la création d'entreprises. Il y a beaucoup de financements. En fait, ils passent, par des assos comme nous pour les distribuer après, il y a plein de choses que fait BPI et ils ont un site internet où il y a beaucoup de conseils aussi pour la création et beaucoup de veille en fonction des secteurs d'activité et puis, je vous redis, hein, la bible, sur la veille, économique en France, c'est l'INSEE. Donc, il y a des statistiques sur les consommations et sur alors on ne pourra pas forcément voir les coûts des produits des concurrents, mais en tout cas sur les habitudes de consommation, d'achat de votre potentiel cible, votre potentiel clientèle, oui. Donc ça revient plus ou moins au même. Ah, on reviendra. Vous avez beaucoup de questions, hein, sur l'étude de marché, sur la tarification et cetera. Il y a plusieurs choses, on va y revenir. Allez voir la webconférence en replay, hein, sur YouTube parce que vraiment ça mérite un sujet à part entière et j'ai pas envie de l'aborder, trop en coup de vent. Peut-on se payer uniquement sur les dividendes qui sont moins imposables? Oui. Là, on est aussi sur, une forme particulière d'entreprise, on n'est pas sur la micro l'entreprise individuelle. Mais oui, vous pouvez, enfin, vous avez le droit de pas vous rémunérer, vous payer en dividende. Après, ça veut dire qu'en dividende, ça veut aussi dire que vous avez investi, hein, attention, hein.
Alors Gaël, le reliquat, de ce qui reste sur le prix des articles qu'on vend une fois pris en oui et pardon, parce que je le vois passer, je sais que c'est pas très effectivement, ça ne compte pas pour la retraite, hein, c'est pas un salaire. Vous cotisez pas dessus, sur les dividendes. On ne cotise pas. Le reliquat, nous dit Gaël, de ce qui reste sur le prix des articles qu'on vend une fois prises en compte toutes les charges sur ce prix se nomme la marge bénéficiaire, il me semble. Ouais, c'est ce que là je vous ai appelé coût de revient. On est d'accord, hein, Gaël? C'est ce dont vous nous parlez? Je suis pas sûr. OK, donc c'est bien ça, c'est le coût de revient. OK. J'étais pas sûr de m'avoir compris votre question. Je suis rassuré. Samantha, cotise-t-on pour la retraite et le chômage? Ça dépend de votre, forme juridique, ça dépend du statut de votre entreprise, votre statut juridique, votre statut social. Ça aussi, on a une bonne, webconférence que j'ai animée moi-même, c'est pour ça, en replay sur la chaîne, YouTube. Allez la voir parce que, c'est très dense, hein, les formes et les statuts. C'est vraiment des sujets, il faut s'en emparer, c'est bon, c'est dense, et la retraite, vous cotisez pas toujours, ou au minimum vous cotisez, mais forcément, je suis désolé de vous le dire, beaucoup moins qu'un salarié. Voilà. C'est beaucoup plus difficile d'atteindre le minimum pour pouvoir, cumuler les trimestres de retraite, OK? Ça vaudrait le coup, je pense qu'on en fasse un sujet à part entière, la retraite. Voilà, à garder. Le ARL existe toujours, mais je ne sais pas si vraiment vous voulez parler de ARL. On n'entend jamais parler de ARL, Estelle, c'est plutôt dans le domaine agricole. Alors peut-être que vous parlez de URL qui, existe toujours, mais en fait c'est une forme de SARL, mais unipersonnel. En tout cas oui, le ARL existe toujours aussi. Et ben voilà, c'était ça, c'était pour l'agricole et ça existe toujours, oui. Donc je passe, voilà, à quoi ça ressemble, la fin d'un compte de résultat, avec les totaux. Donc on a le chiffre d'affaires. Alors là, je vous ai dit de moi de commencer par les dépenses, mais souvent dans le compte de résultat, dans le prévisionnel, on commence par indiquer le chiffre d'affaires, c'est-à-dire combien je vais vendre, là vous voyez, de produits, de marchandises, ou combien, je vais, avoir de prestations, vendues. Là, on est sur du commerce visiblement, on a eu 78 000 € de ventes. On l'estime grâce à l'étude de marché, je vous le redis. Et ensuite, on va détailler les dépenses qu'on a eues. OK? Et donc on arrive à notre, marge. Qu'est-ce que c'est la marge? La marge brute, donc c'est notre chiffre d'affaires moins les charges variables. Ça, c'est la marge brute. Je vous le remets, hein, si vous n'avez pas vu en bas les différents moyens de calcul, n'hésitez pas à faire des copies d'écran parce que là, il y a des formules aussi. Donc la marge, prix de vente, moins le coût de revient, c'est-à-dire le prix de mon produit, moins ce que ça me coûte, moins les dépenses. Voilà. Dit comme ça, c'est logique. Je finis avec le plan de trésorerie. Dis-moi s'il y a toujours des questions. Donc le plan de trésorerie, on est moins sur les aspects comptables qu'on vient de voir avec, le prévisionnel, avec le compte de résultat. Ah, vous voulez que je remette le tableau? Pardon, c'était celui-là? Je suis pas sûr. Celui-là, plus complexe. Bah, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Oui, c'est ça. Vous les calculez. La marge, c'est le prix de mon produit ou ma prestation, moins toutes mes dépenses, toutes mes charges. Le prix de vente, on l'aura calculé grâce aux infos qu'on a dans l'étude de marché. Donc c'est le coût de revient, c'est-à-dire toutes mes dépenses, charges variables plus charges fixes, auxquelles on applique le taux de marge. Le taux de marge, bon, bah, je vous dis, il dépend de votre marché, de votre secteur d'activité. Pareil, hein, Guillaume, ça, c'est des choses que vous pouvez, calculer grâce à votre étude de marché, parce que je vous dis, ça dépend de votre concurrence, ça dépend de votre cible, de votre clientèle, en fait. Combien votre clientèle est prête à acheter votre produit ou votre prestation. Donc tout ça, c'est des choses éléments qu'on retrouve dans l'étude de marché. Et donc, pour avoir des idées un petit peu plus détaillées, toujours aller voir aussi là, l'éveil, économique de BPI, de l'INSEE, parce que
si c'est ça que vous voulez savoir en fonction de votre secteur d'activité. OK? Forcément, ça va changer en fonction du secteur d'activité, en fonction de votre produit, mais attention, ça change aussi en fonction de votre implantation géographique. La clientèle est pas la même puisqu'on peut avoir différents, budgets, hein, dans une clientèle, voilà. Oui, les salaires et vous, votre rémunération de dirigeant, elle est donnée après la marge brute, effectivement. Voilà. Donc je reprends sur le plan de trésorerie, oui, BPI France, BPI France sur la veille, secteur d'activité. D'ailleurs, nous, on a quelques infos, enfin quelques infos. On a des fi Je peux vous mettre le lien des fiches pratiques qu'on a, alors il y a sur plein de thématiques, puis il y a des fiches pratiques par secteur d'activité aussi, puis ça peut vous renvoyer vers les bons liens, sur le site de l'ADI. Donc, allez voir s'il y a sur votre secteur d'activité, et puis ça vous donnera, des conseils, puis surtout les bons liens pour aller chercher, justement ces éléments chiffrés-là. OK. Alors Samantha, pareil, je pense que là, je vais pas rentrer dans le détail de la gestion de la micro-entreprise. Vous avez, pas d'obligation comptable particulière, à la différence d'une société, mais vous devez tenir un cahier de dépenses-recettes. Je sais combien j'ai vendu, je sais toutes mes factures que j'ai eues, par exemple. OK. Ça, c'est l'obligation comptable que vous avez en micro. On pourra, ouais, aller plus loin, mais c'est la principale et seule vraie obligation comptable que vous avez, sauf si vous êtes entrepreneur. Alors, maintenant qu'on sait, donc je vous l'ai dit, à partir de quand on va gagner de l'argent, notre entreprise va gagner de l'argent. Est-ce que ça va nous permettre de tout payer, toutes nos charges? Et là, j'ai mis volontairement à la fois vos charges, vos dépenses professionnelles, donc de l'entreprise, et les dépenses personnelles. Parce que je sais que là, je ne m'adresse pas à une entreprise, je m'adresse à un entrepreneur, je m'adresse à des entrepreneurs, donc à des gens. Et forcément, si vous créez votre entreprise, c'est OK parce que vous avez une idée, vous avez envie de faire cette activité, mais c'est aussi parce que je pense qu'à terme, vous espérez que ça va vous, permettre de gagner de l'argent. Et donc, nous, c'est quelque chose en tant que financeur, et croyez-moi, à la banque aussi, qu'on regarde. On regarde forcément le projet pro, le projet d'activité en lui-même, heu, le projet financier de professionnel aussi, donc le compte de résultat, le prévisionnel. Mais on va aussi regarder, si vous, personnellement, ça vous met pas en difficulté financière. OK? On regarde toujours à 50-50 le pro et le perso. Pourquoi? Parce que, bah, je vous le dis, le but, c'est que vous puissiez en vivre et puis aussi parce que c'est une prise de risque financière. Donc il ne faut pas que ça vous mette à mal ou que ça vous surendette, non plus, si vous ne prenez pas de crédit. Une entreprise, vous allez forcément investir du temps, de l'argent dedans. Donc il faut aussi que vous, ça puisse vous revenir, être rentable pour vous aussi, bénéfique pour vous aussi, mais que aussi vous puissiez payer vos dépenses, personnelles, normales. OK? Peut-on avoir notre conjoint salarié à temps plein, sans être marié? Est-ce qu'il manque ah oui, pardon, est-ce qu'on peut attends, est-ce qu'il manque notre conjoint, collaborateur en salarié à temps plein? À ce moment-là, ça dépend de son contrat de travail, s'il n'y a pas de clause d'exclusivité. Ah bon, préciser, si vous voulez. Oui, vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes chef d'entreprise, Estelle, et vous voudriez employer, par des toutes petites phrases, votre conjoint. Ah oui, en salarié à temps plein dans votre entreprise. Bah oui, vous pouvez embaucher qui vous voulez dans votre entreprise. Oui, oui. Oui, c'est pas une EI. Si, si, en entreprise individuelle et en micro-entreprise, vous avez aussi le droit d'employer, d'embaucher, des salariés. Le seul problème, c'est que pour ça, il faut pouvoir payer le salaire et les cotisations sociales et que souvent,
Pour ça, il faut pouvoir avoir un chiffre d'affaires qui est aussi assez conséquent, hein, pour pouvoir combler ces dépenses-là. Et la micro-entreprise et l'EI sont limités en termes de plafond de chiffre d'affaires, surtout la micro-entreprise. Donc légalement, c'est possible. Dans la gestion, c'est beaucoup plus difficile. Ouais, c'est pas recommandé. Peut-on prendre le salaire qu'on souhaite quand on a une société? Alors, il va falloir anticiper d'un point de vue comptable, hein, ça aussi. Il faut vraiment là, beaucoup plus travailler ces outils-là, le compte de résultat en tout cas. Oui, en tout cas, si vous estimez que l'entreprise sera rentable, donc au moins à zéro après le salaire, oui. Pour ça, il faut donc calculer la marge nette. Peut-on limiter son salaire et le compléter avec la prime d'activité pour limiter les dépenses de l'entreprise au début? Oui, vous pouvez cumuler RSA ou prime d'activité pendant les premiers mois de l'activité. Pareil avec la RE, avec le chômage. Après, le chômage sera déduit du chiffre d'affaires il y aura un pourcentage qui sera déduit en fonction du chiffre d'affaires que vous avez déclaré, mais vous pouvez très bien cumuler les 2 au démarrage. Oui, oui. Vous n'avez pas le droit d'avoir des bénévoles dans votre entreprise, même en micro-entreprise, non. Ce n'est pas une association. Vous pouvez avoir des gens que vous ne déclarez pas, je vous le recommande pas. Et je peux pas vous répondre en fonction du chiffre d'affaires là, il faut vraiment, faire une étude comptable plus longtemps, au moins sur une année, hein. C'est trop, instanté, je peux pas vous dire. Par rapport au diapo d'avant, ici. Ah oui, est-ce que donc Estelle toujours, vous payez le salaire de votre conjoint, est-ce que c'est pris en compte vu qu'on vit ensemble? Alors c'est pris en compte par qui? Ah, par un financeur? Vous voyez, quand je disais qu'on regarde à la fois le pro et le perso? Oui, moi en tout cas, alors là, en banque, ils ont pas forcément accès à son compte en banque, hein, donc au vôtre oui, mais pas au compte en banque de votre conjoint. Moi oui, nous, à l'ADI, on va le prendre parce que, ça permet de mettre votre budget perso à l'équilibre, enfin de le prendre comme un revenu complémentaire. Si vous vivez ensemble, en fait, on prend, tous les revenus du foyer parce que ça je vous dis, ça permet d'avoir quelque chose de plus stable, même si lui ou elle n'est pas forcément impliqué dans l'entreprise. C'est bien de savoir qu'il y a une stabilité financière perso, à côté. Voilà, donc on peut le prendre. Ouais, plutôt du côté positif, hein. Jessica, vous travaillez en prestation de service et que l'adresse de votre micro-entreprise est votre adresse personnelle, c'est chez vous, oui. Vous pouvez payer votre loyer avec vos comptes pro. Alors vous pouvez, faire entrer comme une charge d'entreprise, la partie de votre appartement ou de votre maison qui vous sert à votre activité. Ça, c'est beaucoup pour des traiteurs, par exemple, qui prennent la superficie de leur cuisine. Alors ça, il faut l'accord de propriétaire, hein, si ou de la copropriété si c'est votre cas. Mais vous pouvez très bien, déclarer, mettre la superficie de votre bureau ou de votre cuisine, et faire du coup la proportion, produit en croix, hein, de votre, loyer, par exemple, là-dedans. Ouais, comme charge d'entreprise. Pas tout votre loyer, par contre. Et attention, si vous êtes assuré, il faudra aussi déclarer votre assurance personnelle, enfin, du logement. Vous avez pas de surface minimale pour ça. Oui, c'est pour ça que je dis le mieux, c'est de faire entrer ça en charge, une partie de votre logement, de faire entrer en charge pour le loyer. Après, est-ce que vous versez un loyer à vous-même? Je pensais pas forcément à ça moi, mais pour la CFE. Ah bah, cuisine perso, vous pouvez très bien mettre la superficie de votre cuisine. Quentin, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Parce que je ne sais pas sur quelle, question vous rebondissiez, ce qui m'intéresse.
Peut-on être aidé par un organisme pour monter tout ça à distance? À distance, c'est beaucoup plus dur, mais oui, oui, n'importe quel organisme d'accompagnement à la création d'entreprise pourra le faire avec vous. Un garage aussi. Ah oui. Oui, mais enfin, après Quentin, parce que quand Quentin parle du risque, sur la responsabilité de l'entrepreneur, si en cas de faillite ou de dette, heu, c'est pas forcément lié à la domiciliation personnelle, hein. Ça dépend plutôt, encore une fois, de la forme de votre entreprise. Donc, si vous êtes en micro, mais que vous avez une domiciliation ailleurs, ça restera la responsabilité infinie de l'entrepreneur aussi. Ah! Comment négocier son plan de trésorerie avec son banquier? Par contre, c'est la dernière question que je vois, mais, bah, vous négociez pas le plan de trésorerie, c'est-à-dire ça, alors ça ressemble à ça à la fin. Donc on reprend, tout le compte de résultat et puis en fait, c'est détaillé, je vous disais pour une gestion quotidienne. Donc là, par exemple, c'est mois par mois. Souvent, on le fait sur une année glissante, là, vous voyez? De mars à février, heu et on détaille, toutes les rentrées et le total des dépenses. C'est pas ça que vous allez négocier avec votre banquier. Ce que vous allez négocier avec votre banquier, c'est le plan de financement. J'ai besoin de temps, est-ce que vous pouvez m'aider à financer une partie ou la totalité de ce dont j'ai besoin? OK? C'est ça qu'on négocie, hein, vraiment. Oui, tout à fait. Mais ça vous pouvez aller les voir. Alors après, ça dépend où vous vivez, mais faut voir s'ils ont de l'accompagnement à distance, vous pourrez le faire. Alors moi, je m'arrête là, mais si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas. Ce que je voulais bien vous faire comprendre, c'est que du coup, c'est 3 outils qui servent à anticiper, hein, je vous l'ai assez dit, mais qui interviennent à différents moments de la vie, de l'entreprise ou du projet. Donc vraiment, on est sur le compte de résultat, sur le prévisionnel, comptable, quand on sort de l'étude de marché, parce que c'est à partir de ces données-là, de l'étude de marché qu'on peut construire. Puis on va chercher, à démarrer l'activité, donc pour ça, à combler les besoins en investissement ou en matériel et cetera au démarrage et puis enfin, on finit par un plan de trésorerie qui est plus un outil de gestion au quotidien, et donc pour ça, bah, il y a des outils, donc celui que je vous ai mis, je vais vous le remettre, je crois sur le projet, si vous pouvez aller le voir. Il y a les outils qui sont mis à disposition par votre banque aussi, qui peuvent vous permettre de suivre la trésorerie. Voilà, l'important, c'est d'avoir quand même une gestion qui est assez en proximité dans le cadre du plan de trésorerie. Heu, Au quotidien, on va vraiment en proximité. Alors, je vous remets aussi du coup YouTube parce que ça a été demandé. Hop et je regarde si on a une dernière question. Merci à vous beaucoup. Comptabilité sur papier ou Excel? C'est pareil, Rida, ça dépend de vous, ce que vous préférez. Est-ce que vous êtes plutôt, tableur ou est-ce que vous êtes plutôt sur papier? Moi, je vous dirais que sur papier, il faut pouvoir le mettre sur une quelque chose qui n'est pas une feuille volante, votre comptabilité, donc c'est quand même peu recommandé. Mais tout à l'heure, vous posiez la question, je crois que c'était vous, des tableaux croisés dynamiques. Bon, vous pouvez très bien avoir un tableau simple sur Excel, pour la gestion. Oui. Ah oui, alors Ludivine, là, comme je disais, on part sur une année glissante, effectivement. Vous auriez les deux autres tableaux après à la suite, c'est ce qui nous permet de voir le démarrage de l'activité. Souvent, pourquoi la BGE vous a parlé de 3 ans? 5 ans en agricole, oui, ça peut arriver vraiment en agricole et parfois en restauration aussi. Pourquoi on vous a parlé d'autant de temps? C'est parce que par défaut, c'est pas la BGE qui le demande, c'est la banque, hein, qui veut avoir une vision sur 3 ans. De la même manière, pour une entreprise qui est déjà en activité, un financement bancaire, on va regarder les bilans sur 2 ou 3 ans en arrière. Aujourd'hui, même sur 5 ans, parce qu'on a eu 2 ans de Covid, qui veulent rien dire dans un bilan d'entreprise, quoi. On estime que c'est pas assez révélateur, donc on demande plus. C'est vrai que les banques, elles sont sur cette temporalité-là de 3 ans en arrière, 3 ans en avant.
Parce que c'est comme ça qu'on analyse la gestion du qu'on fait de la gestion du risque, quoi, qu'on analyse le risque. Voilà, pour avoir assez d'informations. Pardon, ouais, j'espère avoir répondu à toutes les questions, je vois ça. Donc, n'hésitez pas à re-regarder la webconférence, à aller sur, JCMP, sur «Je construis mon projet», parce que vous allez avoir tous ces outils-là, à aller chercher, vraiment les outils. Il faut s'y plonger et c'est pas en 1 heure que forcément on acquiert, toutes les données et qu'on peut travailler sur ces 3 tableaux-là, d'un coup. Il va falloir vous y replonger, puis je sais, vous avez posé la question tout à l'heure, que vous êtes beaucoup à être encore en études de marché, et sortir. Bah, c'est maintenant que vous allez, vous y plonger, mais ouais, il va falloir que vous ayez recueilli assez de données dans l'étude de marché pour ça. OK? Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette webconférence. Jeudi, on a un focus avec, un témoignage d'entrepreneur sur la prestation de service. J'ai fait bien attention aujourd'hui de vous dire à chaque fois, le coût de mon produit ou de ma prestation, parce qu'on a toujours beaucoup de demandes sur: «Est-ce que créer une entreprise en prestation de service, c'est différent, que si je crée une boutique?» Vous allez voir que, oui et non à la fois, et donc c'est bien d'avoir des témoignages pour ça. Donc ça, c'est jeudi matin, et puis, la semaine prochaine, c'est une semaine un petit peu particulière qu'on fait 3 fois dans l'année à l'ADI, où on a plein d'ateliers, plein de forums, partout en France. Nous aussi, à distance, on fait plein de choses. On a presque, 2 webconférences par jour. On a 8 sur la semaine, de lundi à vendredi de la semaine prochaine, avec plein de thématiques différentes, avec Pôle emploi, avec l'Urssaf, sur, la gestion, la micro justement, sur la transition écologique, pour les entreprises. Allez voir tout ça, et voilà, et puis on se retrouve, soit jeudi, soit la semaine prochaine ou à bientôt. N'hésitez pas. Bon après-midi. Au revoir.